18h13 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Nous accueillons aux côtés de nos débatteurs Nicolas Bavrez, historien et essayiste. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là parce qu'on va évoquer une bataille. La bataille de l'énergie qui est déclarée. Ça y est, tout le monde tire à bout portant sur Bruno Retailleau parce qu'il y a eu cette tribune dans laquelle, publiée dans le Figaro d'ailleurs, hier, dans laquelle les LR et Bruno Retailleau demandent un moratoire sur les énergies renouvelables. Ça prend des proportions assez hallucinantes. Pas tous les LR. Pas tous les LR. Il y a des divisions chez les LR, mais ça prend des proportions assez importantes. On va juste écouter Emmanuel Macron, je vous passe la parole ensuite, parce qu'il a désavoué son ministre, alors sur ce sujet-là, qui n'est pas un sujet dont il s'occupe au gouvernement, mais écoutez Emmanuel Macron en déplacement à Roquefort sur Soulezon. J'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup de débats en ce moment sur le renouvelable. Les choses changent, il y a 8 ans, les gens voulaient supprimer le nucléaire. Ça doit être une déformation. Moi, je crois en même temps. Et il y a plus d'1,5 milliard de travaux sur l'hydroélectricité à faire dans le département. Et on a tout fait avec EDF pour que ce travaux puisse partir. Et pour conserver la structure à laquelle on tient beaucoup de nos concessions hydro. Donc on a besoin du renouvelable. C'est des bons investissements. Parce que quand ils sont amortis dans le temps, ils sont les moins chers. Donc il ne faut pas tout caricaturer. Il faut sortir parfois des lubies. Voilà, il ne faut pas caricaturer, on a parfois des lubies. C'est très violent pour Bruno Retailleau. Hein. Alors, il faut revenir quand même au point de départ. Et après Catherine et Nicolas. Bruno Retailleau avec François-Xavier Bellamy et Julien Aubert ont besoin de clarifier la situation des Républicains sur la question de la position de la droite sur la politique énergétique. Ça énerve beaucoup Pascal Praud ce débat, voilà, je sais. Exactement. Donc, ils rappellent, ils insistent et ils disent voilà la position des LR. En gros, c'est plus de subventions publiques à l'éolien, au solaire, et on laisse faire le marché. Dit différemment, ça veut dire on arrête l'éolien qui coûte très cher, qui vit de subventions. Et donc, à la suite de cette déclaration, vous avez Gabriel Attal qui traite Bruno Retailleau de climato-sceptique, anti-science. Il dit que c'est un contresens historique et scientifique qui ne permet pas la transition énergétique, évidemment, puisque quand vous dites ça, vous êtes contre la transition énergétique. Vous avez Agnès Pannier-Runacher qui dit que Gabriel Attal que Retailleau est irresponsable, populiste. Et donc voilà, donc le débat. Voilà, et donc il n'y a jamais eu de débat aussi fort au sein de ce gouvernement de François Bayrou. Et ça donne lieu donc à cette déclaration d'Emmanuel Macron, Mitch, en même temps, qui dit moi je suis pas contre le nucléaire, je suis pas contre. Voilà, il faut les deux. Catherine Ney et après Nicolas Bavrez. D'ailleurs, ce débat à l'Assemblée, enfin dans les partis en France, arrive juste au moment où le commissaire chargé des dossiers climatiques à la Commission européenne, qui est un néerlandais dont le nom est imprononçable, vient de dire que la solution, et non le problème, c'est le nucléaire. Et que si on veut réduire les émissions de CO2, mais le mieux, c'est le nucléaire, et qu'il faut en faire. Bon. Et donc, il vient de dire, une grande interview pour le dire, c'est un grand plaidoyer pour le nucléaire, et surtout après que la Commission européenne, le Parlement européen, a enfin admis que l'énergie nucléaire est une énergie verte, et il a fallu que les Français se battent longuement contre les Allemands, contre leurs alliés qui voulaient, pour évidemment soutenir des lobbies qui fabriquaient des énergies renouvelables, contre le nucléaire. Ça a été une bagarre immense. Mais en attendant, le président Macron est quand même celui qui a fermé Fessenheim. Évidemment. Voilà. Et qui voulait fermer d'autres réacteurs. Non, parce qu'il a été élu en disant qu'il adhérait. Les archives sont pleines. Hein. Il adhérait au programme de Hollande qui était de 50% de suppression de nucléaire d'ici 2025, c'est-à-dire cette année, c'est-à-dire qu'on aurait dû passer de 58 centrales à 30, je ne sais pas. Donc ça, il y a renoncé, mais il a fermé Fessenheim qui pouvait encore durer 40 ans. Et ça, on n'a jamais su pourquoi il a décidé ça, parce que ce n'était pas sous la pression de Nicolas Hulot qui avait déjà démissionné depuis 1 an. Ça, on ne le sait pas, ça allait marcher. Et qui a fait qu'un hiver, on n'avait pas assez d'électricité et qu'on a réouvert en France 2 centrales à charbon. Oui, voyez Alors, voilà ce que disait Emmanuel Macron, archive de 2018. 14 réacteurs seront arrêtés d'ici 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim. Restera alors à organiser la fermeture de 12 réacteurs entre 2025 et 2035. Voilà ce que disait Emmanuel Macron en 2018.
2018, une année après avoir été élu. Donc il voulait en fermer d'autres. Non, il voulait en fermer d'autres. Mais vous dites exactement la même chose. Oui, mais moi, je dis que en 2020, il a renoncé. Il a fait un volte-face terrible. Il a fait Nicolas Bavrez, mais vous avez pourquoi a-t-il fait un volte-face? Et d'ailleurs, il a reparlé de créer des centrales nucléaires un mois après la primaire de la droite, où les 4 candidats, que ce soit Barbier, Ciotti, tout ça, disaient qu'il faut se construire des centrales nucléaires. Il n'en parlait plus. Et un mois après, il a donné une conférence de presse pour dire qu'il fallait en construire, sans dégager. Des petits réacteurs aussi. Des petits réacteurs. Des petits réacteurs. Mais l'État n'a jusqu'ici donné aucun moyen pour les construire. Il a renoncé à ça, mais il a Parce qu'on n'a pas les ingénieurs. Nicolas Bavrez, vous avez écrit dans le Figaro un papier incroyablement juste, je trouve, Énergie, la faillite du pseudo-État stratège. Alors c'est au scalpel, parce que vous désossez la stratégie de notre pays. La France est devenue un rentier nihiliste, dilapidant l'héritage des générations passées et sacrifiant systématiquement les enjeux d'avenir à des objectifs de très court terme. On fait tout faux en France, Nicolas Bavrez? Sur l'énergie, pour l'instant, oui, alors que c'était un de nos points forts. L'énergie, là, pour le coup, le débat, on a beaucoup de débats qui portent sur des choses annexes. Là, on débat de quelque chose qui est vraiment sérieux, parce que l'énergie, c'est fondamental pour le pouvoir d'achat des citoyens. Il n'y a pas de réindustrialisation sans énergie abondante et bon marché. C'est la clé de la décarbonation de l'économie. Et puis, c'est très important pour la souveraineté, ce qu'on a vu au moment de la guerre d'Ukraine. Et c'est vrai que notre pays, grâce aux visionnaires des années 70, avait un atout majeur qui était le nucléaire, parce que il y a une énorme confusion qui est faite. Ce qui nous tue, c'est le carbone. C'est pas le fait que ce soit renouvelable, c'est le carbone. Et le nucléaire, c'est une arme absolue contre le carbone pour l'énergie. Alors, on a aujourd'hui un double problème. On a évoqué la clarification, et puis là, il y a eu le débat. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, la loi qui s'applique, c'est une loi d'avril 2020, votée donc par le président Macron, voulue par lui, et c'est cette loi qui prévoit la fermeture des 14 réacteurs. Donc ça ne date pas de François Hollande, c'est bien Emmanuel Macron. Ensuite, il est allé à Belfort, il a changé d'avis, mais pour l'instant, c'est la loi de la République. Et donc, première aberration, on discute aujourd'hui d'un décret sur une loi qui était censée changer ce système, mais qui n'a jamais été votée. Et donc, déjà, juridiquement, on est complètement en apesanteur. Et le problème qui se pose, il est simple, c'est-à-dire qu'on peut faire un système rationnel, puisqu'on a décidé maintenant de remettre en route le programme nucléaire, c'est que le nucléaire, il a cet avantage que c'est une énergie permanente, pilotable et qui donne la base. Et puis, on peut mettre à côté, et c'est tout à fait intelligent, du renouvelable, mais... et là, ce qu'on est en train de faire, c'est une aberration complète, c'est-à-dire que, d'abord, donc pour relancer le nucléaire, il y a 60 milliards de grand carénage, il y a 60 milliards de PR, et puis il y a 50 milliards pour boucler le cycle du combustible. Donc ça fait quand même beaucoup d'argent. Et de l'autre côté, on a prévu d'investir 500 milliards de renouvelables, plus 200 milliards parce qu'il faut sécuriser les réseaux. C'est ce qu'on a vu en Espagne. La panne géante espagnole, elle est due aux fluctuations de la production solaire. Et un réseau électrique, c'est fragile. Ce qu'on a vu aussi en Espagne, on l'avait vu avant en Allemagne. Et donc, nous, on est en train potentiellement d'investir 500 milliards avec l'idée que c'est le nucléaire qui va faire la modulation. Donc, on prend le renouvelable comme cœur du système et pour le coup, le nucléaire, il n'est pas du tout fait pour faire de la modulation. Et c'est techniquement les centrales. Ça abîme les centrales. Et puis, il y a un moment donné où non seulement ça abîme les centrales, mais on peut avoir des problèmes de sécurité. Une centrale nucléaire, c'est pas fait pour faire du yo-yo, que chacun le comprendra aisément. Donc, on a là un vrai problème. On est en train de construire 2 systèmes électriques incompatibles, ce qui veut d'ailleurs dire qu'on va de nouveau doubler la facture des Français pour quelque chose qui est aberrant scientifiquement, économiquement et écologiquement. On va doubler la facture des Français avec l'histoire de renouvelables. Si on fait ce que j'ai indiqué, les 500 milliards d'un côté, les 200 milliards pour le nucléaire de l'autre et 200 milliards pour les réseaux, ça veut dire qu'on
c'est 1000 milliards d'euros de toute manière que par ailleurs on n'a pas. Mais ça, je crois qu'on va en parler. On va en parler ensuite. Bien sûr. À l'instant, Bruno Retailleau réagit à toutes les attaques en règle en piqué de tous ses collègues. Il dit c'est très curieux de reprocher à la droite une position sur l'énergie qu'elle a toujours eue et que j'ai défendue dans un livre il y a plusieurs années. Nous sommes d'ailleurs les seuls avec le Parti communiste à ne pas avoir varié sur le sujet. Eric Nolot. Non, mais moi, ce qui me trouble, c'est que... C'est sympa le gouvernement, ils s'entendent tous très bien. Hein. Ils ont fait la photo de famille hier, franchement, ça donne envie. Le président de la République parle de lubies. On a envie de lui répondre qu'il n'y a pas que des lubies, il y a aussi des lobbies dans cette histoire. On a un peu l'impression qu'un sujet aussi crucial est pris d'un côté en otage par l'idéologie et de l'autre par les intérêts privés. Comment ça se fait que la rationalité, pour quelque chose, je le répète, d'aussi crucial, Nicolas Bavrez n'arrive pas à s'imposer? Comment ça se fait qu'on soit à ce point-là prisonnier, idéologie, intérêt privé? Parce que ce qui est vrai, c'est qu'on a complètement désarmé tout ce qui était l'expertise technique qui a été discréditée. Alors ensuite, on peut aimer ou pas aimer le corps des mines, le corps des ponts, mais on avait dans l'État un certain nombre de gens qui étaient un peu les garants de cette cohérence. Ceux-là, on les a systématiquement moqués, mis à côté, et on a eu des décisions, puisque l'origine de la... Il y a un fait réel qui explique qu'il y a eu une vraie question sur c'est bien sûr la catastrophe de Fukushima qui a entraîné d'ailleurs une décision complètement aberrante de l'Allemagne, mais qui a eu aussi des répercussions chez nous. Et on a laissé les Allemands dupliquer, exporter leur choix sur l'Europe de manière complètement déraisonnable et se mettre dans la main des Russes. Et nous, de notre côté, il y a eu cette alliance qui a été faite de François Hollande, l'accord avec les écologistes, où on a commencé à vouloir démanteler des centrales. Fessenheim, c'était la centrale la plus moderne de France. C'est vraiment un crime de guerre économique. Quand ça a coûté effectivement, a coûté des milliards la fermeture de Fessenheim, on en aurait eu vraiment besoin lors de l'Ukraine. C'est pour ça que quand Mme Le Pen on est sorti du... Non, mais ça c'est aussi aberrant. Évidemment qu'on ne peut pas réouvrir Fessenheim. On ne va pas ajouter la bêtise à la bêtise. Et mais Dominique Schelcher, qui est le patron de Système Mu, habite sur place à Fessenheim, dit il y avait beaucoup d'emplois. On a dit il y aura des emplois, on va reconvertir. 0 emploi. À l'heure où on se parle, Fessenheim, c'est 0 emploi. Un scandale de plus. Mais c'est pour ça que le mot lubie employé par le président de la République, il est assez choquant. Parce qu'il y a plusieurs manières de poser la question pourquoi aussi peu de rationalité dans la stratégie. Mais déjà parce qu'Emmanuel Macron est toujours dans la stratégie du coucou sondagier. C'est-à-dire que si LR était contre le nucléaire, il serait lui pour le nucléaire. Et à l'époque, il s'était mis dans la roue parce que l'écologie de François Hollande, parce que l'écologie avait le vent en poupe. Parce que il faut bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Greenpeace était contre le nucléaire militaire. Et puis on a arrêté le nucléaire militaire, on a arrêté les arrêts. Donc Greenpeace n'avait plus d'objet. Mais c'est aussi un business, vous savez, c'est aussi un business. Donc Greenpeace s'est reconverti dans l'antinucléarisme civil et les écologistes ont suivi parce que c'est quasiment de l'ordre de la morale chez eux. Et c'est ce qui s'est passé. Et sur le réseau lui-même, parce que ce qui est particulièrement choquant, c'est de voir que de toute façon, les renouvelables ne permettent pas d'assurer la stabilité d'un réseau parce que la demande d'électricité, elle est inversement proportionnelle au pic de production. C'est-à-dire, en gros, le pic de production des renouvelables, c'est au mois de juin, alors que le pic de consommation, c'est en décembre. Donc, quand vous avez, de toute façon, même si on avait une capacité à 100% renouvelable, on serait obligé d'avoir une capacité à 100% classique. Vous êtes tous passionnés par l'énergie. Alors, Gauthier, rapidement, et Nicolas, LR, parce que vous aurez tous la parole. C'est la zizanie au gouvernement, absolument, mais c'est la zizanie chez les LR. Ouais. Tout ça part d'un vote au Sénat, qui est pourtant le groupe, en commission, qui est le groupe, évidemment, que présidait Bruno Retailleau, le groupe des sénateurs LR, qui vote contre le moratoire sur les énergies renouvelables, alors que le groupe des députés LR, mené par Laurent Wauquiez, avait voté pour. Donc là, on était au milieu d'une énorme zizanie, et Bruno Retailleau a nommé vice-président des LR, puisqu'il vient de prendre le parti, Monsieur Vermorel, qui est alors à fond sur les énergies renouvelables, sur l'éolien, sur le photovoltaïque. Pour moi, c'est pas la même chose, mais il est pour aussi. Et alors, il est contre la clim. Là, il vient de faire une grande déclaration contre la climatisation. Donc, la zizanie, elle est même au sein des Républicains. Et la semaine prochaine, il y a un vote là-dessus. Il y a un vote là-dessus en séance publique. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait un peu de mouvement. Et on va voir comment Bruno Retailleau a repris la main sur le groupe qu'il a présidé, notamment, à mon avis, grâce à l'aide de Gérard Larcher. Alors, Louis et Nicolas. Ce que je trouve très saisissant dans ce débat, c'est qu'aujourd'hui, quand vous défendez le nucléaire, vous êtes taxé de conservateur. Alors que c'est un progrès. Pareil pour quand vous défendez la clim. Et vous avez les progressistes et les ultralibéraux qui prônent le retour du moulin à vent.
Et je trouve que c'est très intéressant sur le glissement idéologique pendant toutes ces années et où, en fait, la gauche, les Verts ont réussi à imposer leur idéologie aux centristes, aux sociodémocrates et aux libéraux. Nicolas Bavrez. Ce qui me paraît important, le désordre, là, il est complet. Et donc, ce qui est très important, c'est qu'on arrive à reconstruire un secteur énergétique qui soit à peu près rationnel. Donc, il se trouve qu'on a quand même de la chance. Il y a un groupe dont on ne parle pas, parce que ce n'est pas l'électricité, mais un groupe qui est remarquablement géré, qui est Total, et qui par ailleurs fait de la transition, pour le coup, écologique, intelligente, responsable et financièrement soutenable. Et pour notre pays, il faut arrêter. Là, on a vraiment toutes les bêtises de l'économie administrée. Donc évidemment qu'il faut se fixer 2-3 objectifs, mais ensuite il faut un principe de neutralité technologique. Donc il faut arrêter de dire qu'on ne veut plus faire de nucléaire parce qu'on veut faire comme je dis, il y a une place pour le renouvelable. Il y a un renouvelable qui est pilotable, qui est l'hydraulique. Tous les autres sont non pilotables. Et c'est ça qui pose des problèmes. Il faut, par ailleurs, laisser le marché fonctionner, arrêter cette aberration. Le solaire et l'éolien, ce sont des technologies matures. Il n'y a aucune raison de subventionner des technologies matures. C'est complètement idiot. Donc ce sont des milliards d'argent public qu'on dilapide. On cherche désespérément des économies à faire. Là, il y en a beaucoup, beaucoup à faire et qui permettraient de diminuer la facture des Français. Et puis il faut arrêter que l'État arrête de considérer que EDF est un bureau du ministère de l'écologie. EDF, c'est y compris si elle est possédée à 100% par la République française, c'est une entreprise qui a son intérêt social, qui doit avoir son autonomie stratégique, et il faut arrêter d'interférer sans arrêt dans ces décisions. Le départ de Luc Rémont est vraiment un scandale. C'est des règlements de compte personnels pour un dirigeant qui avait remis l'entreprise en route, qui avait redonné un peu d'élan et de cohérence, qui avait réussi finalement à ouvrir Flamanville et qui avait par ailleurs une vraie stratégie, et on a cassé tout ça simplement parce que une petite camarilla autour du président de la République avait pris Luc Rémont en grippe. Bon, Catherine, un dernier mot là-dessus. On n'a pas du tout compris pourquoi tout d'un coup Emmanuel Macron fermait Fessenheim, mais 2 mois après il avait donné une conférence de presse et qui me dit quand ne viennent pas me chercher, il ne faut jamais venir le chercher, quelquefois il faut venir le chercher d'autres fois, là quand ne viennent pas me chercher, la messe était dite. Ben non, la messe n'était pas dite du tout, Fessenheim ça marchait, il pouvait encore avoir largement fonctionné. Oui, pendant au moins 20 ans. Bien sûr, 18h30.